Bonjour à tous, merci de m'avoir permis de venir vous parler d'un sujet qui me passionne. Donc, je vais vous introduire cet après-midi en vous balayant un petit portrait très global de l'obésité afin de vous sentir à l'aise avec les présentations plus spécifiques qui suivront. Alors, vous m'avez dit obésité. Obésité, qu'est-ce que ça veut dire au jour aujourd'hui? Je vais vous parler d'abord de la définition. J'essaierai de vous expliquer en quelques mots les causes principales qui amènent à l'obésité. On fera un petit peu d'épidémiologie pour quand même se rendre compte de l'ampleur du problème au sein de notre population. Je vous décrirai quelques complications les plus fréquentes en essayant de m'attarder un peu plus sur celles qui concernent les pathologies urgentes. Et puis on touchera un mini-mot des traitements parce que ce n'est pas tout à fait votre sujet cet après-midi. Alors les définitions de l'obésité, c'est quoi? L'OMS définit l'obésité d'une manière très précise comme étant une accumulation anormale ou excessive de graisse qui peut atteindre la santé. D'un point de vue médical, on définit l'obésité en fonction de l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, pour rappel, c'est un rapport entre le poids qu'on exprime en kilos et la taille exprimée en mètres au carré. Médicalement parlant, cette obésité, elle est définie lorsque l'IMC dépasse un indice de 30. On la définit en sous-classes en fonction de l'importance de cet IMC. Donc, le poids considéré comme médicalement normal est un IMC entre 18,5 et 25. Vous voyez qu'en dessous, on est en situation de dénutrition. Entre 25 et 30, on parle de surpoids, donc surcharge pondérale, et à partir de 30 d'obésité. De 30 à 35, obésité modérée, ça va, bon, pas encore trop de complications. De 35 à 40, c'est déjà une obésité sévère. Et au-delà de 40, on classifie l'obésité de morbide. Alors pourquoi morbide? Quand on dit ça aux patients, mais mon Dieu, ça veut dire quoi? Mortel, mon Dieu, au secours, où suis-je? Non, ça veut dire qu'il y a des comorbidités, donc des complications qui sont spécifiquement liées à l'obésité. Alors, qu'est-ce qui explique cette apparition d'obésité? Je ne vous apprends pas grand-chose si je vous dis qu'évidemment que c'est d'abord et avant tout un déséquilibre entre les apports énergétiques et les dépenses. Si vous apportez plus d'énergie à votre corps que vous n'en dépensez, vous allez faire des réserves parce que nous sommes tous génétiquement programmés pour faire des réserves, séquelles de notre histoire, pour affronter les famines auxquelles nous, population occidentale, ne sommes plus exposés. Maintenant, il ne faut pas penser que l'obésité se réduit à une cause de bilan énergétique. Vous savez tous, dans votre entourage, dans vos groupes sociaux, qu'on n'est pas égaux face à la nourriture et que certaines jeunes filles un peu rondelets disent « Mais enfin, c'est complètement injuste, moi je mange 2 carrés de chocolat, je prends 1 kilo, et lui il peut manger tout ce qu'il veut et il reste tout mince. » Effectivement, l'obésité, elle est multifactorielle. Il n'y a pas que le bilan énergétique. La génétique a un impact évident et malheureusement, ça n'est pas un seul gène qui est impliqué. Donc, on est encore dans des études complètes sur le sujet. C'est du multigénétique et on ne peut pas cibler une thérapie génétique unique. L'environnement socio-économique a sa part de responsabilité aussi. On a pu montrer qu'un environnement socio-économique défavorisé, une économie précaire, malheureusement, s'accompagne d'une incidence d'obésité plus importante. Et alors, les éléments psychologiques, évidemment, impactent énormément la prise de poids. Il suffit de vous citer comme exemple les compulsions alimentaires quand on est stressé. Elles ont un impact évident sur notre prise de poids. L'augmentation des apports énergétiques, à quoi est-elle due dans notre société aujourd'hui? Elle est due à différents éléments. D'abord, on a modifié les aliments que nous ingérons. Nous consommons de plus en plus d'aliments à haute densité énergétique mais faible valeur nutritive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apport calorique est conséquent, mais que les calories, le type de calories qui se trouvent dans l'aliment n'est pas intéressant sur le plan nutritionnel. Je prends un exemple. Une barre chocolatée, on a du sucre, on a des graisses, mais on n'a pas de vitamines, on n'a pas de fibres, on a peu de nutriments indispensables à notre fonctionnement. Inutile de vous rappeler que partout, on trouve à manger facilement dans nos pays occidentaux, dans nos hôpitaux, à tous les étages ou presque, on a des distributeurs. Donc si vous avez envie de manger, c'est facile, on a accès, on a une offre alimentaire qui est omniprésente, pareil dans les écoles, et ça a fait l'objet de multiples débats dont vous avez certainement entendu parler.
Vous avez aussi entendu parler de la fameuse tax shift dont on nous a rabattu les oreilles récemment au niveau des médias, où on vous apprend que pour notre santé, pour favoriser notre santé, on va donc maintenant mettre une taxe sur les sodas. Alors c'est extraordinaire parce qu'on vous a donc mis une taxe sur les sodas normaux, mais on vous a aussi mis la même taxe sur les sodas zéro ou light, mais par contre, on ne vous a pas mis cette taxe sur les jus de fruits. Pourtant, les jus de fruits, ce n'est pas un apport énergétique neutre. Et donc, il faut l'intégrer aussi dans la balance énergétique. Et il participe aussi à cet excès d'apport alimentaire. Ça n'est qu'un exemple, mais donc les boissons que les gens n'intègrent pas comme un apport alimentaire doivent être prises en compte également. Enfin, notre rythme de vie favorise l'obésité parce que l'alimentation est complètement déstructurée. Bon nombre de personnes ne prennent plus les 3 repas au cours de la journée. Le petit déjeuner est régulièrement zappé chez les jeunes adultes. Le repas de midi chez les gens actifs professionnels est souvent aussi éliminé ou alors réduit à sa plus simple expression. On voit dans ce domaine des grandes différences culturelles. En Belgique, le temps du midi accordé dans le temps de travail, c'est 30 minutes. En France, vous avez encore de très nombreux endroits où la pause de midi est d'1h30. On prend encore le temps de manger. Donc on a des différences socioculturelles qui amènent aussi une différence d'offre alimentaire. Alors, excès d'apport, diminution des dépenses énergétiques. Rappelons-nous notre situation d'il y a des millions d'années. Le chasseur-cueilleur, pour réussir à trouver quelque chose à manger, il devait en parcourir des kilomètres. Ce qui est extrêmement frappant, c'est de voir à quelle vitesse l'évolution a été marquée sur les 100 dernières années. Sur les 100 dernières années, on voit une évolution de notre dépense énergétique vers le bas qui est extrême. Elle est liée à quoi ? Elle est liée à nos déplacements. La plupart de nos déplacements sont réalisés en voiture, en transport en commun, de manière motorisée. Les enfants, pour la plupart, ne vont plus à l'école à pied. Si l'école est tout près, ça peut encore s'envisager, mais alors on va vous objecter aussi des raisons de sécurité, mais je n'oserais pas laisser mon enfant aller seul à l'école. Donc les enfants ne marchent plus pour aller à l'école, les parents non plus, du coup, pour peu qu'ils les accompagnaient. Les petits déplacements se font le plus souvent en voiture aussi. Ah, j'ai besoin d'un pain, la boulangerie est à 800 mètres, je vais prendre la voiture pour aller chercher mon pain. Donc vraiment, tous les déplacements se sont motorisés pour la plupart et on ne marche quasi plus. On estime qu'actuellement, on marcherait en moyenne 1 km par jour, alors que début du siècle, on était à 8 km par jour. Donc c'est vraiment une énorme différence. Tous les métiers aussi ont vu leurs dépenses énergétiques diminuer pour tout ce qui était des métiers qui avaient une dépense énergétique importante. Tous les métiers manuels lourds ont été, et heureusement, aidés par une certaine aide mécanique, par de la robotisation qui a permis d'alléger la charge de travail, mais donc la dépense énergétique est moindre aussi. Et il en va de même pour l'apparition de nombreux métiers à composantes complètement sédentaires, assis à un bureau toute sa journée. Les loisirs aussi sont concernés. Alors on vous parle beaucoup des loisirs pour les enfants en leur disant la tablette, l'ordinateur, les jeux assis. Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a, comme je vous le rappelais tout à l'heure, aussi tous les déplacements quotidiens, le fait d'avoir un espace de jeu à l'extérieur qui peut leur être accessible pour pouvoir se dépenser. Alors l'obésité, par l'OMS, a été définie comme une maladie non transmissible. Et l'OMS s'inquiète du nombre de maladies non transmissibles qui se développent et qui amènent actuellement un véritable problème de santé publique, avec un risque et notamment une diminution de l'espérance de vie pour la première fois depuis de nombreuses années suite aux complications qu'entraînent ces maladies non transmissibles. Elle a de ce fait mis en place des stratégies de soutien aux politiques qui mettent en place des décisions pour favoriser une amélioration de la situation de prise en charge de l'obésité ou de prévention de l'obésité. Et dans ce cadre-là, les Nations Unies, en 2011, ont rédigé un rapport dans lequel je cite, « Il importe au plus haut point de réduire le degré d'exposition de l'individu et des populations à une alimentation malsaine et au manque d'activité physique. » Alors l'intention est louable et est formidable. Maintenant, quand je vois les décisions politiques récentes chez nous, je me demande comment elles sont totalement prises et s'il n'y a pas souvent des motifs cachés
défendu sous le prétexte de la santé. Donc l'intention est louable et il faut effectivement aller vers ça, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc l'obésité, en termes d'épidémiologie, qu'est-ce que ça représente? En 2014, l'OMS relève 1,9 milliard de personnes adultes en surpoids, dont 600 millions d'obèses. Ça veut dire qu'on a 39% de la population mondiale qui est en surpoids et 13% en situation d'obésité. Ce qui est extrêmement inquiétant, c'est de se dire qu'entre 1980 et 2014, soit un laps de temps extrêmement court, la population obèse a doublé dans le monde. Alors vous voyez sur la carte que cette population obèse n'est pas répartie uniformément dans le monde. Les États-Unis sont les plus touchés, et donc aux États-Unis, on a à peu près un patient sur 3 qui est obèse et 1 sur 2 qui est en surpoids. L'Europe est un peu plus épargnée. L'Afrique reste épargnée pour des raisons économiques et de développement évidentes. Et la Chine est en train de connaître un développement de surpoids et d'obésité avec une vitesse d'aggravation extrême, et notamment par la modification de leurs habitudes alimentaires sur un mode plus occidental. Alors, j'aimais bien cette petite dia parce qu'elle vous rappelait effectivement la proportion le top 15 des pays les plus obèses dans le monde. Oui, les États-Unis ont la palme, c'est assez dramatique. Donc, chez eux, c'est un coût économique énorme de prendre en charge les complications liées à l'obésité. Alors, je reviens en Belgique, petite comparaison Belgique-France, donc situation européenne, pour vous montrer qu'entre voisins, nous sommes très comparables, somme toute. En Belgique, les dernières données que j'ai pu trouver datent de 2008 et montrent qu'à peu près 14,5% de la population adulte est obèse, avec une légère prédominance des femmes, mais la différence n'est pas énorme. Et l'étude OBEPI en France, qui elle date de 2009, montre les mêmes chiffres. On a 14,5% de patients obèses. Vous voyez quand même qu'entre 1997 et 2008 en Belgique, on a une légère augmentation de l'obésité. Donc le phénomène n'est pas encore contrôlé. Et un des premiers objectifs, notamment du Plan national nutrition santé, est de stabiliser la prévalence de l'obésité en Belgique pour après pouvoir essayer de la diminuer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est encore en accentuation au jour d'aujourd'hui. En Wallonie, 2008, pourcentage de femmes obèses, pourcentage d'hommes obèses comparable, 15% à 14%. Ce qui est assez marquant, c'est de voir que, par contre, on a beaucoup plus d'hommes en surpoids que de femmes. Pourrait-on incriminer l'attention des femmes à leur image dans cela? C'est une question. Mais en tout cas, en termes d'obésité, c'est assez comparable. Dernier petit point, les enfants. Et les enfants, c'est quand même demain, c'est notre avenir. Et donc l'Observatoire de la santé du Hainaut s'est très intéressé à la situation des jeunes dans le Hainaut et a fait de belles études et malheureusement montre que l'obésité chez les enfants touche 8% de la population. Donc c'est déjà beaucoup. Et qu'entre 1997 et 2009, elle a augmenté de 5 à 8%. Alors en 2011, il nous a présenté de nouveaux chiffres où il semblerait que ça tende à se stabiliser. Donc ça montre combien il faut qu'on soit en fait beaucoup plus préventif et qu'on agisse précocement pour arrêter cette épidémie d'obésité. Alors, complications de l'obésité, m'a-t-on demandé. Complications aiguës de l'obésité. L'obésité, c'est une maladie chronique. Et donc, somme toute, les complications de l'obésité, elles sont essentiellement chroniques. Les complications aiguës, c'est les mêmes que pour monsieur tout le monde, sauf qu'elles arrivent en général plus souvent. Donc, pour vous montrer un tableau général, ce qu'on rencontre beaucoup comme complications de l'obésité en chronique, ce sont des anomalies orthopédiques, donc des surcharges articulaires, ostéo-articulaires, une arthrose prématurée. C'est un risque de cancer accru, et ça a été maintenant très bien démontré, essentiellement au niveau du côlon, au niveau sein et utérus chez la femme et prostate chez l'homme. Donc des pathologies plutôt chroniques. On a évidemment des problèmes hépatiques, de stéatose, on a des problèmes de stase veineuse, de fatigue vasculaire liée à la charge pondérale. Et puis, on a des pathologies qui, en situation aiguë, vont être plus fréquentes et qui vous intéressent plus, qui sont les maladies cardiovasculaires essentiellement et les maladies pulmonaires. Alors, ces complications cardiovasculaires, quelles sont-elles?
L'hypertension. L'hypertension, elle est nettement plus fréquente chez les patients obèses. Petite chose qu'il faudrait avoir dans chaque salle d'urgence, c'est un brassard adapté. Nos brassards sont généralement trop petits. Et un brassard trop petit surestime la valeur de la tension artérielle. Donc avoir un brassard extra large, ça coûte 3 fois rien et c'est vraiment indispensable dans toutes les salles d'urgence. Parce que vous seriez étonné du nombre de patients qui sont en fait déjà obèses si vous calculez leur IMC. On s'est habitué à un schéma corporel différent et on n'imagine pas qu'en fait il y a tellement de patients qui sont déjà obèses. Les pathologies de type angine de poitrine et infarctus ont également une incidence augmentée chez le patient obèse et le risque est encore plus important en cas de diabète ou de dyslipidémie ou d'hypertension. Le myocarde souffre à 2 niveaux, soit sous forme d'insuffisance cardiaque gauche suite à l'insuffisance coronaire, à l'hypertension ou à l'inflation adipeuse, soit sur insuffisance cardiaque droite suite aux anomalies respiratoires et thromboemboliques. Et enfin, on a une incidence d'AVC qui est plus importante. Les complications respiratoires, vous aurez un bel exposé sur la pneumo, donc je ne vais pas m'y attarder, mais rappelez-vous quand même que ce volume du corps entraîne une hypoventilation alvéolaire avec hypoxémie et hypercapnie, et qu'on a une prévalence de 40% de syndrome d'apnée du sommeil chez les patients obèses, avec de nouveau des complications pulmonaires derrière. Et puis au niveau de vous, prestataire des urgences, ce que je trouvais surtout important en termes de complications, c'est que ça complique votre prise en charge, cette situation d'obésité. L'examen clinique est plus compliqué, l'accès à l'imagerie, la mobilisation du patient, et donc ce sont des choses qui sont à prendre en charge quand on décide de procédures à mettre en place aux urgences ou de matériel à acheter ou à se procurer. Enfin, si l'obésité est majeure, donc au-delà d'un 40 de BMI, il faut se rappeler que le risque opératoire est accru, on a l'insuffisance respiratoire, on a le syndrome d'apnée du sommeil, on a un catabolisme protéique qui est plus important et on a la position en décubitus qui est défavorable. Donc, aussi difficile que ce soit, mettre un patient plutôt sur le côté en décubitus latéral gauche ou le mobiliser dès que c'est possible est quelque chose qui est important. Je voulais aussi attirer votre attention sur un élément qui me tient à cœur, c'est que souvent on me dit « Oh mais ça va, hein, il a des réserves le patient, hein, pas de problème ». Mais un patient obèse, ça ne veut pas dire qu'il est bien nourri. Ce n'est pas parce que sa masse grasse est excédentaire que sa masse maigre est normale. Et donc il faut être vigilant en situation de choc, en situation aiguë, au catabolisme protéique qui va accompagner, qui va aggraver la situation, puisque la masse maigre n'est pas forcément normale au départ. Alors, petite dernière complication psychosociale, les obèses sont mal vus, les obèses ont des difficultés à l'embauche, il existe un certain racisme au niveau de l'obésité qui fait qu'ils se sentent encore plus mal dans leur peau, qu'ils ont une mésestime d'eux-mêmes. Un tout petit mot sur les traitements. Vous savez comme moi qu'il existe différentes possibilités thérapeutiques. Médicamenteuses en Belgique, on oublie, c'est fini, il n'y a plus rien. En Europe d'ailleurs, de manière générale. Donc on axe nos prises en charge thérapeutiques sur 2 grands tableaux, soit une prise en charge médicalisée, soit une prise en charge chirurgicale. La prise en charge médicalisée qui essaye d'attaquer sur tous les tableaux qui participent à l'obésité, donc l'aspect alimentaire, l'activité physique, le plan psychologique, le suivi médical. Et alors la chirurgie bariatrique qui est une solution plus radicale mais réservée aux obésités sévères avec des prises en charge qui sont soit restrictives, soit mixtes, restrictives et malabsorptives, le banding, le sleeve ou le bypass. Et là, en salle d'urgence, vous pouvez être confronté à des situations de complications post-opératoires à court, moyen ou long terme de patients qui étaient obèses et qui compliquent à distance. Je pense par exemple à des perforations, à des fistules qui apparaissent chez des patients qui ont eu un bypass et qui ont pris des anti-inflammatoires pour leurs douleurs articulaires. Et ça peut arriver à des situations catastrophiques. Par la Haute Autorité de Santé en France ne sont pas drastiques par rapport à l'obésité. On a pu montrer qu'une perte de poids de 5 à 10% seulement, perte de poids à partir du poids de départ, donc pas de l'excès de poids, amène déjà une amélioration de l'état de santé et une diminution des comorbidités. Donc, dire à un patient obèse qu'il doit absolument perdre 40-50 kg, ce n'est pas forcément le bon message. Le premier message, c'est j'arrête de prendre du poids. Deuxième message, j'améliore mon hygiène de vie. Troisième message, j'essaye de perdre 10 à 15%. Et si vous avez retenu ça comme objectif thérapeutique, vous verrez que la situation médicale de ces patients s'améliore grandement et que le simple fait de les remettre en mobilisation régulière améliore
leur situation cardiaque, respiratoire, qui sont vos plus grandes complications aiguës en salle d'urgence. Voilà, merci pour votre attention.